Bonjour Philippe Berthat. Bonjour Andel. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin dans le 7h50. La première question que je voulais vous poser, vous étiez à la tête de la mission parlementaire recherche Covid qui avait été créée pour faire le point sur les travaux scientifiques autour du virus. En quoi consistait cette mission ? Alors c'était bien sûr, loin s'en faut, une mission décisionnaire de quoi que ce soit, c'était une mission d'information. D'accord. D'information en priorité vis-à-vis de nos responsables, je vais dire, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi les présidents de commission, information vis-à-vis de mes collègues députés, et puis bien sûr à travers le relais de notre système démocratique, c'est-à-dire de la représentation nationale, information qui revenait forcément à un moment donné à la population à travers des différentes circonscriptions concernées par mes différents collègues. Vous avez, durant la période, y compris de confinement, auditionné en visioconférence, je crois, le ministre de la Santé, le responsable de l'essai Discovery, Florence Adler, l'Institut Pasteur également, ou encore les patrons du groupe Sanofi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez, vous, du virus ? Alors, les auditions, effectivement, étaient par visio. J'avais pris coutume de dire, c'est le député en chambre. Ça changeait un peu. Et j'ai vu passer dans ma chambre, effectivement, les plus grands. Vous avez oublié Cyrulnik, pour parler un petit peu de l'incidence psychologique de ce confinement et une incidence sociale. J'ai eu Alain Fischer, qui est probablement académicien, l'un des plus grands immunologistes français, le père de la thérapie génique française. J'ai eu le plus grand infectiologue. Je me suis fait vraiment plaisir à aller chercher les meilleurs. J'ai la chance de... Ils ont tous accepté, tous ont joué le jeu. J'ai la chance d'avoir une petite renommée quand même encore dans le milieu scientifique, même si elle est ancienne, et d'avoir un carnet d'adresses. Donc ils ont tous accepté, effectivement. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux. Cet état des lieux, ça fait maintenant une petite quinzaine de jours qu'il s'est arrêté. On a fait un reporting à nos collègues de la commission toutes les semaines, tous les jeudis. Cet état des lieux, il est ni pessimiste ni optimiste. Je vais essayer de le rendre juste objectif. J'ai eu un mot transversal de beaucoup de ses collègues et de ses éminents collègues pendant leurs auditions, c'était le mot saloperie. C'est pas un mot qu'on attend dans le verbiage de ces gens-là. Et bien pourtant, c'est le mot que j'ai le plus entendu. Parce que ce virus a clairement dérouté et les médecins et les scientifiques. Incompréhensible, et encore aujourd'hui. Et il a juste fait montre qu'il va être capable peut-être de revenir et qu'on n'en est pas débarrassé. Et puis on a aussi compris à travers ces auditions qu'il y avait peut-être plein de petits frères derrière qui étaient en particulier dans la région du Rouen très omniprésents. On décelait au moins une trentaine de souches par chauve-souris. Alors, effectivement, elles n'ont pas acquis pour l'instant la capacité d'infecter l'homme, mais il suffit que la chaîne alimentaire se rétablisse encore une fois, comme on l'a vu avec ce virus-là. Et puis, bon, ça m'a changé, je pense, finalement. Ça m'a changé dans le sens où j'ai eu l'audition de Didier Sicard. Didier Sicard est un vieux sage, ancien président du Conseil national d'éthique, mais surtout grand virologue à l'époque. C'est lui qui a créé, par exemple, l'Institut Pasteur du Laos, à quelques encablures de la région du Rouen, et qui m'a raconté la situation géopolitique, on peut le dire, de cette région aux mains du Parti communiste chinois, qui se fout complètement, mais alors complètement, de la population, qui n'a vraiment que cette obsession de devenir la première puissance économique mondiale, quel qu'en soit le prix. Et là-bas, donc, ils ont déforesté partout. Ils ont retracé une grande route de la soie avec des nouveaux trains, avec des autoroutes, tout ça pour accélérer leur capacité commerciale. Et malheureusement, nous sommes trop nombreux à acheter le produit de ces activités commerciales. Ils ont rabattu les animaux sauvages sur les populations qui sont venues vivre en limite. Et en plus, ces populations ont continué des pratiques pour lesquelles les Chinois s'étaient engagés sur le plan international à ne plus pratiquer, c'est-à-dire le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Commerce d'animaux sauvages vivants et consommation après cuisson, pangolin, des milliers de chauves-souris par an. C'est le fin du fin pour le Chinois un peu fortuné. Donc vraiment, c'était chronique d'un drame annoncé. Et certains l'avaient annoncé, on peut se souvenir de Bill Gates en 2015. J'ai aussi auditionné la fondation Bill Gates. Là aussi, j'ai pris une sacrée claque parce que je ne suis pas un fan des milliardaires. Mais quand il y en a un qui s'intéresse un petit peu aux autres, il faut le dire, j'ai comme ça appris que la fondation Bill Gates, finalement, sur ces dernières années, a permis la vaccination sur le globe de 6 gamins sur 10 sur les 12 vaccins préconisés par l'OMS. Et quand je vois, là je reviens un peu sur le
nationale, je suis désolé. Quand je vois les sondages qu'ils ont faits sur la vaccination en France, je me suis dit que franchement, nos petits amis africains doivent se dire mais ils sont vraiment tarés ces Français. On leur offre la chance de la vaccination et ils font la fine bouche parce que quelques mauvais esprits disent que de temps en temps il peut y avoir une difficulté. Oui, même quand vous prenez du paracétamol, moi je peux vous tuer avec du paracétamol, je sais faire, je connais la dose, etc. Donc arrêtons. Donc c'était une très 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 enrichissant, aussi bien sur le plan cognitif, scientifique, médical, et très enrichissant. Mais est-ce que ça permet du coup d'anticiper pour demain? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez appris par exemple que des travaux en cours sur un projet de vaccin pourraient arriver dans 1 an, dans 2 ans, et nous permettraient enfin d'en finir avec ce coronavirus? Alors, ce que j'ai déjà appris, mais ça moi je le savais. Et le problème c'est qu'il y a eu cet emballement médiatique de communication, c'est que d'abord la recherche a besoin de temps long. Voilà, c'est comme ça. Et dès que vous essayez de faire de l'image, vendre de l'image vite, c'est la meilleure façon de se tromper. Donc déjà, ça c'est une vraie leçon. Il faudra réfléchir derrière toute la relation entre la science, la société, le journalisme, le politique. Très clairement, on a beaucoup de choses à se dire et à reconsidérer. Et notamment dans le cadre, par exemple, de Didier Raoult? Oui, mais dans bien d'autres, on n'a pas à parler de résultats tant qu'ils ne sont pas attestés selon les règles de l'art et selon des arguments pesés. Pour revenir à votre question, je n'ai pas de scoop à donner sur les antiviraux. J'ai juste découvert quand même, et ça c'est aussi une leçon pour moi, mais est-ce que j'en avais besoin ? C'est que la France est le pays de la virologie. Pasteur, l'école de Pasteur qui passe à Saint-Christol-les-Alès d'ailleurs, qui est venu chez nous. Tous les instituts Pasteur dans le monde entier. Derrière, qui c'est qui sort le virus de l'HIV, du sida ? C'est la France, d'accord ? Barré-Sénécy, Montagnier. Ensuite, sur l'hépatite, c'est des gens comme Bréchot. Bon, eh bien, je me suis aperçu que toutes les molécules qui ont été portées à ma connaissance antivirales testées dans des essais cliniques à travers le monde étaient des molécules étrangères. Donc on voit bien que dans la chaîne de valeur qui va de « oui, nous avons encore des cerveaux, il faut leur donner des moyens et encore plus, mais il faut aussi arriver jusqu'au produit final », on a plein de trous dans la raquette, on n'a pas les investissements nécessaires, on n'est pas capable d'assurer notre autosuffisance et notre indépendance. Et on l'a vu parce que nos difficultés, que ce soit sur les masques, que ce soit sur les tests, et que ce soit peut-être, je ne pense pas quand même sur la guérison demain, c'est lié à notre faiblesse, de notre dépendance de l'extérieur. Donc sur les antiviraux, vraiment rien à signaler. Aujourd'hui, ça y est, on a aussi par contre compris pourquoi certains mouraient, d'autres ne mouraient pas, ça avance. On a vu un certain nombre de critères, on a des analyses génétiques qui sont en train de sortir dans Nature qui vont le préciser. Sur le vaccin, et j'en viens là je suis plutôt confiant parce que il y a aujourd'hui, je crois, pas loin de 130 essais vaccinaux qui couvrent toutes les stratégies possibles et connues. Et qui sont très, très compris dans différentes. le cadre où le virus pourrait muter? Y compris dans le cadre où le virus pourrait muter. Alors le virus n'arrête pas de muter, c'est aussi une surprise, c'est-à-dire que même Et il pourrait d'ailleurs avoir ce qu'on des incidences moins fortes, ce que l'on peut lire ces derniers jours, c'est-à-dire que dans sa façon dont il mute, on pourrait imaginer que dans quelques mois, il soit moins Pour virulent. l'instant, l'essentiel des mutations que j'ai perçues, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps de me tenir au courant des dernières publications, ce sont des mutations qui affectent plutôt les parties non codantes du génome. Donc ce sont des mutations qui sont assez silencieuses. Mais ces mutations on nous avait par exemple dit c'est un virus avec un génome ARN, pour ceux qui connaissent, totalement stable. Non. Il bouge. Mais il ne bouge pas dans les zones essentielles. Mais si vous faites... non, je crois que sur les stratégies vaccinales qui sont apportées, alors, je crois que la stratégie de l'Institut Pasteur me paraît une très belle stratégie, qui a déjà fonctionné en plus. Bon, j'ai reçu aussi Johnson & Johnson, par sa filiale Janssen, qui eux utilisent la même stratégie, qui vient de leur permettre d'aboutir il y a quelques jours sur la vaccination sur Ebola. Bon, le problème que l'on a, c'est qu'on va y arriver. Le problème, c'est le délai. Voilà. Et là encore, il va falloir du temps. Et normalement, un vaccin, c'est au moins 10 ans. Oui. Si on y arrive en 18 mois, je pense que ça sera une performance extraordinaire. Et puis, je voudrais rajouter quand même autre chose qui est important. Outre que cette crise devrait nous avoir un petit peu remis en cause sur notre mode de vivre, parce que ça ne va pas durer longtemps, cette affaire-là, si on continue comme ça, me semble-t-il. Cette affaire du Covid devrait nous avoir fait prendre conscience que sur le globe, nous sommes tous interdépendants. Et que essayer de se focaliser sur un vaccin pour la France, pour les États-Unis ou autres, ça n'a pas de sens.
il va falloir vacciner 7 milliards de personnes. Et ça, c'est-à-dire produire 7 milliards de doses, ça doit être possible. Je pense que ça sera possible, mais il va falloir qu'enfin les égos soient dépassés, que les grandes compagnies se mettent autour de la table, que les États se mettent autour de la table, parce que si vous soignez effectivement uniquement des spots de population, il reviendra. Il reviendra sous une autre forme, il reviendra muté. Donc ça, c'est intéressant. On est bien tous sur la même planète et ce qui se passe de mal dans les pays du Sud, ça nous reviendra à un moment ou à un autre. Pour terminer, 2 mots rapides de municipal. C'est l'actualité politique Oui. locale qui est dominée par l'union entre Daniel Richard et Yvan Lachaud. Le MoDem a investi Yvan Lachaud. Tout à fait. Rappelons-le, vous êtes vous-même présent sur sa liste. Tout à fait. Nîmes en mieux, l'écologie en plus. Je crois que c'est comme ça dorénavant que se nomme cette liste. Est-ce que vous comprenez les critiques autour de cette union ? Moi, je ne les écoute pas, ça ne m'intéresse pas, très sincèrement. Moi, ce que je Et vous en pensez quoi, je vous, veux de Daniel je Richard veux donner 2 arguments. Moi, quand je dois confier, parce que je pense que je suis un grand garçon maintenant, qui a un certain vécu, quand je dois confier mon avenir à quelqu'un, et c'est quand même, l'idylle municipale, c'est quelqu'un à qui vous confiez quand même un petit peu de votre vie du quotidien, je préférerais toujours donner mon vote et mon soutien, et donc donner mon avenir aussi, à quelqu'un qui a déjà été capable de démontrer dans sa vie qu'il était capable lui-même de réussir sa vie, en particulier professionnelle. J'observe que sur une des listes concurrentes, celle du maire sortant, la quasi-totalité des jeunes loups qui sont là derrière, et voire peut-être le premier d'entre eux, n'ont rien démontré d'autre que le fait d'être en politique et de vouloir y rester à tout prix. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je considère que cette ville est dans une ornière, dans une situation terrible, qui va être en plus extrêmement amplifiée à la rentrée, en France bien sûr, mais surtout à Nîmes, parce que Nîmes, on part déjà avec un passif. Et qu'à partir de là, moi je regarde pas les qualités humaines, ouais il est pas sympa, ouais je l'aime pas, ouais il est catho, ouais, il est protestant, c'est pas mon problème. Mon problème c'est de savoir comment on fait différemment pour que Nîmes puisse sortir la tête de l'eau, Nîmes puisse réexister, pour qu'on ait envie de venir s'y installer, pour que cette ville reprenne un développement cohérent, et en y associant effectivement une vraie réflexion environnementale, parce que moi j'en étais convaincu avant bien sûr, la séquence du Covid me l'a conforté, mais ce que je vois comme entreprises bétonnières qui en fait ici font la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire, qui gèrent la ville, c'est le béton qui gère. Quand vous faites le VD1, le grand VD1, quand vous faites le paratonnerre, toutes ces opérations immobilières sur les points hauts de la ville, où vous bétonnez des hectares, alors qu'on a déjà un problème de ville trop étendu, qu'il faudrait recentrer, parce qu'on n'est pas capable d'entretenir les réseaux, vous voyez bien qu'il y a une demande derrière. Quand vous faites Carré Sud et que vous mettez un bus qui va d'abord du centre-ville à Carré Sud, vous comprenez bien que c'est pas logique. Lachaud, il a participé à tout ça. Il était également adjoint aux finances de Jean-Paul Fournier. Oui, il a fait, je crois... Il aurait pu refuser. Il a fait un travail de finance. Je reconnais que, moi, vous savez, je n'ai pas à défendre les actions du passé. Moi, Yvan Lachaud, je travaille à ses côtés. En tout cas, je le connais depuis 1994. Vous savez très bien, et vous aurez noté que j'ai été très très loin d'Yvan Lachaud pendant des années, parce que moi je suis comme ça. Mais je garde une fidélité, parce que je sais que l'homme est sur le fond meilleur, et en tout cas intellectuellement c'est sûr, que l'image qu'il donne. Merci beaucoup, Monsieur Bertha, d'avoir été Merci. avec nous ce matin. Merci.